Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'être avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Anne. Et on va parler d'un sujet qui est assez tendance en ce moment. Mais pourquoi est-ce que finalement, alors qu'on a tout automatisé avec l'IA, on se retrouve à y passer beaucoup plus de temps que prévu? Et du coup, est-ce que l'IA finalement nous fait gagner du temps ou est-ce qu'il nous en fait perdre? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour l'instant, je dirais que l'IA me fait gagner beaucoup de temps sur certaines tâches, mais que ce temps-là que je gagne, je le réinvestis ailleurs. À me former à l'IA, je pense que je suis devenue addict aux formations à l'IA, à découvrir des nouvelles choses, à essayer surtout de découvrir des choses aussi pour mes clients. Donc je pense que il y a peut-être aussi un côté FOMO. Même si j'essaie à chaque fois de me raccrocher bien sûr à des cas d'usage, à une vraie une utilisation concrète, mais je suis toujours très trop peut-être curieuse de découvrir des nouvelles choses. Et c'est intéressant, du coup, en termes de formation sur les découvertes de nouvelles choses, tu passes par quoi? Est-ce que t'as des... Parce que j'ai aussi l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à se former, Oui. mais finalement, est-ce toujours un gain de temps? J'en suis pas certaine. Et en fait, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on est assailli par des milliards de newsletters, d'influenceurs qui parlent du sujet, de vidéos YouTube, on en est aussi responsable dans une certaine mesure, qui parlent tout aussi des mêmes thématiques. Mais finalement, on passe tellement de temps à vouloir comprendre ça et finalement, on finit aussi par stresser en quelque sorte du Oui, FOMO de oui. est-ce que je suis en retard actuellement sur ce que Ouais, je ouais, fais? ouais. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est, enfin, je dirais j'essaye de papillonner un peu parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble. C'est quelque chose, voilà, en général, j'aime bien, voilà, bien comprendre un peu ce qui se passe. Et derrière, je vais vraiment aller creuser en fonction de mon besoin concret. Sur les newsletters, en fait, j'ai mon agent qui me fait tout le tri je dirais la curation et qui me crée ma veille en fonction vraiment des sujets sur lesquels, parce que même dans l'IA, c'est trop large. Voilà, moi, c'est vraiment le sujet conseil et IA. Donc mon agent va vraiment me donner les informations clés là-dessus. Et sur, par exemple, j'aime beaucoup les vidéos YouTube parce que les personnes te montrent très concrètement comment faire des choses. Et des fois, ça m'aide si vraiment j'ai une vidéo qui va être exactement dans le cas d'usage dont j'ai besoin, et de le faire en même temps que la personne. Ça, je trouve ça hyper utile. Et sinon, je me suis fait aussi coacher en one-to-one. Ça, pour moi, ça a été vraiment le plus efficace. Et pour le coup, tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est effectivement quand tu te fais coacher, tu as aussi ces échéances-là, quoi. J'ai rendu avec mon coach, il faut que je produise mes agents, voilà, il faut que j'avance, etc. Donc, c'est effectivement un vrai sujet, finalement, de se discipliner. Non, c'est sûr, je le vois aussi beaucoup en formation, en coaching, justement, on en parlait en préparant cet épisode, mais je me rends compte aujourd'hui que la plus grande valeur ajoutée que je peux apporter dans des formations à l'IA, c'est surtout de pousser les équipes à prendre le temps de se former. Je travaille beaucoup avec des équipes marketing, donc c'est souvent aussi des équipes actuellement dans beaucoup d'entreprises qui sont sous tension, qui n'ont plus du tout de temps libre. Et ce que je vois très souvent, c'est un founder ou un C-level qui va dire « Mais je comprends pas, mon équipe elle est complètement sous l'eau, alors qu'il y a tel guide qui vient de sortir sur Claude qui fait exactement ce qu'ils ont du mal à faire et qui pourrait résoudre ce problème en 2 minutes, qui leur lance le lien. » Et après, qui me dit « Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont toujours pas appliqué, pourquoi ils se mettent toujours pas à l'IA. » Et je pense qu'il faut surtout pas oublier une chose qui est fondamentale, et tu l'as très très bien dit aussi, c'est que finalement se former à l'IA prend du temps. Et pour se former à l'IA, pour créer des agents, pour prendre le temps d'instaurer ces flows, il faut prendre le temps. Et pour donner un exemple extrêmement concret, une licorne que j'accompagnais récemment, ils avaient un seul agent qu'ils avaient créé pour toute l'entreprise, et on a pris ensemble 3 demi-journées pour construire des agents, et on a fini par créer 54 agents qui répondaient finalement aux besoins d'une équipe de 6 personnes. Mais si on n'avait pas pris ces 3 demi-journées, cette équipe de 6 personnes n'avait aucun autre créneau dans leur agenda pour se réunir ensemble pour venir créer leurs agents.
Donc c'est pour ça que je pars du principe que le meilleur moyen de ne pas perdre du temps en utilisant l'IA, c'est d'une part de prendre le temps de mettre en place les bons flows, parce que si vous ouvrez continuellement de nouvelles conversations avec de nouveaux LLM sur de nouvelles thématiques, en fait à chaque fois vous allez recommencer avec les mêmes instructions et vous allez juste perdre beaucoup de temps dans ce que vous êtes en train de faire. Et surtout aussi de vraiment prendre le temps de partir de vos cas d'usage à vous. Aujourd'hui, c'est quoi les choses qui vous prennent le plus de temps? Et c'est pour ça que je crois aussi beaucoup en ce que tu disais sur le coaching, Tout à fait. tu te fais coacher sur les problématiques que toi, tu as. Et la personne, elle vient et en fait, elle prend le temps avec toi de décortiquer chacune de tes problématiques, de voir comment est-ce qu'on peut y répondre avec l'intelligence artificielle. Ne pas prendre le problème à l'inverse. Ce que je vois parfois, de se dire... Ok, l'intelligence artificielle a l'air incroyable. Du coup, dans le marketing notamment, allons créer une content factory à 5 niveaux qui va me générer automatiquement à partir d'un webinaire 70 assets en vidéo, images et en texte. Non, hors de question de commencer par ça quand on se lance dans l'IA, mais plutôt de se dire aujourd'hui, ok, moi sur les webinaires, ce qui me prend le plus de temps chaque semaine, c'est d'aller le décliner en playbook. Donc du coup, la première chose que je vais automatiser, c'est la déclinaison du playbook. Donc je ne pars pas moi de ce que j'ai entendu ailleurs, je ne pars pas moi d'une vidéo YouTube que j'ai pu voir par ailleurs aussi, je pars très concrètement d'un spreadsheet qui me dit, ok, aujourd'hui, mes tâches, c'est ça, je passe beaucoup de temps sur ces tâches-là et elles sont récurrentes. Donc elles sont stratégiques pour moi, donc je vais commencer par les automatiser elles. Et ensuite, sur ces tâches-là, se dire, ok, de combien de temps est-ce que je dispose? Si j'ai une journée par mois, en une journée, je peux me mettre à automatiser potentiellement 2 à 3 tâches. Donc, je vais passer environ 4 à 6 heures à automatiser chacune de ces tâches, en donnant des exemples d'assets bien, en tirant la fameuse substantifique mail de l'expertise dont on a parlé dans le premier épisode, et ensuite en retravaillant en permanence ce prompting avec mon agent. Et c'est parce que j'aurais fait les allers-retours que je finirais par avoir un agent qui fonctionne. Mais si je ne prends pas ce temps-là, en fait, finalement, je vais effectivement me disperser et perdre beaucoup de temps. Et je pense que c'est des problématiques aussi similaires et qui sont même plus grandes dans le conseil, parce que absolument, dans le marketing, c'est beaucoup d'assets, donc c'est des posts LinkedIn, c'est des newsletters, c'est des choses qui sont parfois aussi opérationnelles quand on sort de la stratégie. Mais dans le conseil, c'est des decks de 60 pages, c'est des réflexions stratégiques, c'est encore plus fort et chronophage. Alors déjà, donc là, je te rejoins complètement. Déjà, chaque cabinet et chaque consultant indépendant, parce que je travaille avec les deux, il a sa signature. Et parfois, il ne le sait pas, en fait. On revient, tu sais, à cette histoire d'implicite, qui est vraiment, je trouve, une des choses les plus difficiles aussi à faire comprendre aux gens. En fait, ce que vous ne savez même pas que vous savez est beaucoup plus grand que ce que vous savez que vous savez. Exact. Voilà. Et donc déjà, qu'ils réalisent ça, c'est tout un travail. Et une fois qu'ils comprennent, donc là, on peut vraiment travailler sur leur contexte, sur leurs assets. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir des agents qui sont vraiment pertinents pour leur cas d'usage, qui le ressemblent en fait. Je vais te donner 2 exemples. Un cabinet qui fait de la valorisation. D'accord. Bon, il y en a plusieurs, mais il l'a fait d'une certaine manière. Il l'a fait avec certains types de clients. Il a une certaine expertise. Et donc, tout ça, moi, je fais toujours une sorte d'acculturation un peu avec juste des prompts basiques, puis après, on fait des agents plus spécifiques, puis après, on fait éventuellement de l'automatisation si ça fait sens et si c'est énergivore, etc. Et donc, passer, si tu veux, du truc où, en fait, eux me disent « Non, juste toi, donne-nous les prompts qu'on va utiliser », où je leur dis « Ok, si ça vous fait plaisir, mais vous allez voir, vous allez être déçus. » Ah, ok, si, maintenant, on va vraiment créer notre agent qui nous ressemble, etc., etc. Effectivement, il faut qu'ils prennent ce temps-là d'expliciter leur expertise, d'expliciter leur méthodologie, d'expliciter tout ce qu'ils ont fait précédemment avec des clients. Et là, ils arrivent à avoir quelque chose qui marche. Avec les indépendants, c'est pareil. Les indépendants, ils disent non, mais c'est standard. Non. Toi, en tant que personne, tu as ta marque, tu as ta spécificité, etc. Donc, un exemple très récent, j'ai accompagné une consultante en gestion de programme qui avait des standards Prince 2, etc., enfin, très particuliers, et qui, en plus, avait ses propres méthodologies. Voilà, il a fallu vraiment creuser en fait tout ça pour que finalement elle ait un agent déjà juste sur le cadrage où elle se dit ah oui ça, ok, ça j'aurais pu le faire moi.
Et là, hop, ok, effectivement, je le fais en 2 minutes, mais parce que aussi j'ai investi 3 heures pour faire cet agent. Mini digression, parce que je trouve ça assez Ouais. fascinant. Et après, il y a une question que je vais te reposer par rapport à ça. Là, récemment, j'ai été contactée par une CMO part-time. Donc, tu sais, pareil, aussi Oui. un profil de Ouais, freelance qui accompagne beaucoup d'entreprises. Et on s'est rendu compte ensemble que ce qui avait beaucoup de valeur pour elle avec l'IA, c'est en fait de presque lui créer un set de skills sur, par exemple, un Claude ou des agents sur un Dust, Ouais. qui sont intégralement appuyés sur son expertise à elle et sur les types de stratégies qu'elle implémente chez ses clients, Ouais. qu'ensuite elle pourrait en fait tout simplement déployer chez ses clients en les Oui. adaptant chez eux. Oui. Et en fait, je trouve ça hyper fascinant parce qu'en fait, avec l'IA, on peut aussi, mine de rien, prendre le temps de poser son expertise, mais ensuite de gagner énormément de temps sur les missions par la suite, Exactement. parce qu'on arrive avec déjà un skill set à déployer. Ouais, Et ouais. on devient son propre système SaaS. Absolument. C'est fascinant, je trouve. Oui. Tu as exactement ça. En gestion de projet, tu peux vraiment gagner énormément de temps si tu as ton stack d'agents et en gros, si tu veux, t'es stagiaires ou t'es juniors virtuels. Après, la grosse question, et ça, je pense que ça va se poser aussi dans le marketing bientôt, mais si ça se pose peut-être déjà, c'est jusqu'où je vais dans le déploiement de mes agents auprès des clients. Est-ce que je leur montre mes agents et je leur donne et je les aide à développer leur propre agent et donc à un moment, ils vont se passer de moi? Ou est-ce que je garde propriétaire ce système? Exactement, mais c'est aussi ce qu'on voit actuellement, même dans les levées de fonds, de plus en plus de projets qui se dirigent vers des SaaS services, Oui. où finalement on crée un SaaS à partir d'un service, Oui. mais sans forcément donner toutes les clés en main au client final pour pouvoir reproduire la même chose chez lui. Exact. Ce qui est aussi assez intéressant. Et j'étais aussi assez intéressée par les ordres de grandeur, parce que tu vois, j'ai des ordres de grandeur très très nets en marketing. Oui. Je sais, par exemple... petit coucou à Pascal s'il nous écoute, mais pour HEC Conseil, on avait déployé tout un ensemble d'agents et par exemple pour transformer les tables rondes en newsletter, en post LinkedIn, en mailing, ça prenait environ 6 à 8 heures de travail pour construire ces agents et les retravailler pour avoir un résultat satisfaisant à 85%. Je sais par exemple, tu vois, pareil, ces 56 agents permettaient de déployer une grosse partie de création de contenu B2B pour cette licorne-là. C'est environ 3 demi-journées de travail. Sur des composants implicites, comme tu le disais, qui se relèvent beaucoup plus de la réflexion. On est sur combien de temps et comment est-ce qu'on s'y prend pour construire des agents vraiment actionnables et qui fonctionnent? Alors, moi, je pense que en première intention, tu pourrais très bien passer... Alors, pour moi, à minima, vraiment, à minima, pour construire, si tu veux, la méthodo ou le contexte de base, il faut compter 2-3 heures, quel que soit l'agent, je pense, quelle que soit l'utilité. Et après, ça peut être parfois même plusieurs jours, en fonction, encore une fois, de la complexité de la tâche. Un bon exemple... je ne sais pas si... Enfin, j'imagine, hein, mais là, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les consultants indépendants, c'est l'agent Tone of Voice. Ouais. Tu vois? On connaît en marketing aussi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, le tone of voice, dans le concept, bien sûr, on va l'utiliser dans les posts LinkedIn ou dans leurs newsletters, mais aussi dans leur tone of voice aussi quand ils font des livrables aux clients. Parce que, voilà, le client reconnaît sa patte. Et ça, alors moi, quand je l'ai construit pour moi, ça m'a pris... alors, je dirais au moins 10 heures réparties sur plusieurs jours. Où vraiment, j'avais un prompt très très long et il m'a posé 100 questions pour déterminer, 100 questions pour déterminer comment je réfléchissais, comment je disais les choses, quels sont les mots que j'utilisais le plus, quels sont ceux que je n'aimais pas, est-ce que je réfléchissais d'abord et après j'écrivais? Est-ce que... Enfin voilà, c'est allé vraiment très très loin. Et ça, c'était super parce que justement, Claude dans Dust m'a aidé en fait à créer cet asset. Tu vois? Et juste pour bien comprendre, pour qu'on puisse un peu reproduire ça, parce qu'on en parle souvent, du coup, tu étais dans un environnement Dust. Donc, Dust, c'est un agglomérat de différentes IA qui permet d'accéder à du Claude, Mistral et de créer des agents. Et du coup, tu as pris un modèle Claude 4.5 sonnet. Exactement. Et tu lui as demandé,
génère-moi 100 questions, c'était interactif, tu disais d'abord pose-moi autant de questions que possible. Comment est-ce que tu as construit ton prompt? En fait, c'était vraiment ça. C'était en gros, je veux pouvoir reconnaître un peu vraiment ce que tu me produis à chaque fois. Et je veux que tu me poses 100 questions qui vont de l'introspection profonde à juste des questions peut-être en surface pour vraiment comprendre mon profil vocal. Voilà. Et avec des indications sur un peu voilà, mes préférences, etc. Et j'étais vraiment bluffée par le résultat. Et aujourd'hui, tu en es satisfaite à 100% parce que ce que j'aime bien aussi dans le travail, par exemple, tu vois, quand on a construit quand je construis n'importe quel agent en mission, je dis toujours que sur ce premier travail d'itération, on arrive à un résultat qui est satisfaisant à 80-85%. Exactement. Ouais. Mais la marge entre le 85 et le 95, elle passe par les itérations des fois d'après. Oui. Combien de temps tu as passé par la suite aussi à réitérer dessus? Alors, sur celui-ci, je pense 2-3 fois. Après, je vais encore faire la pub de DOS, mais avec le nouveau sidekick, là, c'est génial. Tu lui dis voilà ce qu'il faut changer dans l'agent, voilà ce que j'aime moins, et il te le fait. Donc ça, c'est excellent. Mais sinon, en général, même sur mes autres agents, c'est peut-être 3-5 fois au moins. Ouais. Sur l'agent Propal, j'ai beaucoup itéré. Parce que parfois voilà, c'était pas exactement comme je voulais, et puis celui-là est un peu complexe parce que il me génère un script pour Gamma qui derrière me fait mes slides, donc il y a un petit peu de c'est un peu plus complexe à créer. Et deux choses que je voudrais juste compléter par rapport à l'itération, parce que j'y reviens très très souvent, et je te laisserai aussi compléter en fonction de ça, ce que tu t'en penses, mais je me retrouve très souvent face à des entreprises aussi où, en fait, il n'y a pas du tout de culture de feedback par rapport aux agents. Et par exemple, un Dust permet sur les agents qu'on crée, sur les résultats qu'on obtient, de mettre juste un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, ce qui permet à la personne qui a créé les agents de suivre très facilement le taux d'utilisation et le taux de satisfaction. La plupart aujourd'hui des LLM proposent ce type de service, mais en fait, on se rend compte que d'une part, les gens ne voient pas ce type de fonctionnalité et surtout ne l'utilisent absolument pas, alors que feedback est essentiel pour pouvoir reprendre ces agents. Et ça, du coup, c'est lié à une autre chose qui, pour moi, est aussi l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entreprises perdent du temps quand elles utilisent l'IA, c'est que parfois, je tombe trop souvent sur des personnes qui se mettent à utiliser un agent, ne sont pas satisfaites du résultat et du coup se disent, en fait, j'abandonne. Ou pire encore, on l'a beaucoup vu, ça c'est très visible sur la génération d'images. Demander par exemple de génère-moi un mouton, de finalement pas être satisfait de la couleur du poil du mouton, donc dire est-ce que tu peux remplacer ça, mais finalement en remplaçant ça, le Gemini va changer potentiellement la tête du mouton, donc dire non maintenant tu me rechanges la tête, et on se retrouve parfois dans des discussions archi longues d'itération sur des mini-détails d'images où à chaque nouvelle génération il y a une nouvelle erreur qui intervient, et c'est archi fatigant, alors que le plus simple aurait été de dire voilà, moi j'ai besoin d'avoir un mouton, ce qui est important pour moi c'est qu'il est tel pelage, qu'il ait autant de pattes, qu'il ait telle expression, quel prompt je dois te donner pour pouvoir générer un tel mouton. Et en fait, recommencer son travail de zéro aurait permis de perdre beaucoup moins de temps que d'itérer sans cesse dans la conversation. Donc c'est pareil, quand tu corriges, de redemander de remettre à jour le prompt. Quand tu t'itères, de toujours demander en fait, à quel moment je m'arrête dans l'itération et finalement je repasse sur mon prompt initial. Je pense que c'est toutes ces choses-là aussi finalement qui font perdre beaucoup de temps et qui deviennent naturelles quand on a l'habitude de plus utiliser l'IA. Oui, parce que les points que tu soulèves sont hyper importants. Effectivement, on n'a pas toujours la culture du feedback et c'est bien dommage parce que, en fait, si on se met dans cette logique d'amélioration continue, on bénéficie beaucoup plus de ce que l'IA peut apporter. Alors que si on essaye une fois, ça marche pas, on se dit c'est nul, l'agent il est nul, ou alors l'IA c'est nul, ou ChatGPT c'est nul, ou Claude c'est nul. Mais en fait, non, c'est pas Claude qui est nul, c'est juste toi qui n'as pas utilisé peut-être de la bonne manière, ou en tout cas, tu n'as peut-être pas aussi donné assez de contexte, tu n'as pas dit vraiment quel était ton besoin. Et donc, il peut pas deviner. Et c'est marrant parce que on peut retrouver ça dans la manière dont les gens, tu sais, travaillent avec des stagiaires, tu vois.
T'as le stagiaire qui avait en entreprise, je lui ai donné un truc à faire, il a rien fait, il est nul. Bah non, tu lui as pas montré comment faire. Enfin, c'est ça, le l'IA, c'est ton stagiaire. Donc en fait, il faut quand même lui expliquer un minimum de choses. Et puis quand il fait quelque chose de bien, lui dire. Et quand il fait quelque chose de mal, lui dire aussi, lui expliquer pourquoi c'était pas bien. Lui dire quelles sont les priorités. Voilà, ben moi, ce qui est important pour moi, c'est ça c'est très bien, enfin, ce que tu as dit. Et aussi, autre chose, et effectivement, tu fais bien de le dire, et on oublie parfois, et beaucoup de gens sont étonnés, c'est que en fait, l'IA est très bonne à générer les prompts elle-même. Il y a encore beaucoup de gens qui sont bloqués à cette étape de prompt. Ah oui, mais je ne sais pas prompter. Mais en fait, non, ça n'a pas besoin. L'IA, elle peut vraiment t'aider à prompter, à améliorer le prompt. Et donc, je pense que le fait d'avoir un état d'esprit un peu différent et dans la conversation avec l'IA, ça peut vraiment changer nos performances. Et c'est pour ça aussi que je trouvais ça assez intelligent et très intuitif, ta manière de demander de poser sans question. En fait, aujourd'hui, vous avez besoin de créer un prompt. Vous n'avez même plus besoin, comme on le faisait aussi il y a quelques mois, de donner un exemple d'asset et dire est-ce que tu peux me créer le reverse prompting. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez juste dire à l'IA moi j'ai besoin de faire telle chose, pose-moi un maximum de questions pour mieux comprendre mon besoin, ensuite répondre à ces questions, et ensuite si vous êtes par exemple sur un Dust, activez ce fameux agent Sidekick pour transformer la discussion en un agent. Ouais. Et en fait, si vous bloquez sur la partie prompt, c'est une question mineure dans l'utilisation de l'IA. Par contre, ce qui aura 1000 fois plus d'impact, et tu l'as aussi très bien dit, c'est aussi très lié au travail du stagiaire. C'est un peu ce côté très humain de se dire bon, bah, il sait pas faire, je vais le faire à sa place, ça me prendra moins de temps. Exact. Et il n'y a pas une expression plus humaine que celle-ci. Mais même si vous avez décidé de faire vous-même à la place de l'IA parce que vous pensez que ça va prendre moins de temps, votre résultat final que vous avez retravaillé, juste redonnez-le dans votre conversation et dites qu'est-ce que j'aurais dû te dire pour que le résultat ressemble à ça et pas à ce que toi t'as généré. Et reposez des questions. Et tu vois, tout à l'heure, je sais plus si c'était tout à l'heure ou un épisode précédent, on parlait de l'implicite versus l'explicite. Je sais que je reviens souvent là-dessus, mais vraiment, parce que les gens ont du mal à comprendre à quel point c'est important d'expliciter l'implicite. C'est vraiment la clé, en fait, pour le contexte, notamment. Et pour nourrir bien ces agents, justement, l'IA peut t'aider à expliciter cet implicite via toutes ces questions. Tu vois, si tu lui dis, pose-moi 100 questions pour comprendre comment j'écris ou comment je raisonne ou comment je conçois la vie, on serait très étonné de ce qu'on arrive à comprendre sur soi. Et je trouve ça fascinant parce que ça devient presque aussi un exercice ludique. Oui. Et je t'avoue que moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Là, récemment, je me suis retrouvée à devoir créer un design doc pour un projet. Et n'étant pas du tout tech-savvy de base, même si je fais un peu de produit, je me disais, mais enfin, ça me saoule de faire ce design doc, je sais même pas quel est le bon format d'un design doc. Et du coup, j'ai tout simplement dit à mon LLM, j'ai besoin de créer un design doc, pose-moi un maximum de questions, parce que si toi, tu étais ingénieur, que tu voudrais me poser que tu voudrais retrouver dans son design doc, pose-moi tout, je te répondrai à ce que je pourrais et explicite les questions que j'ai du mal à comprendre. Et en fait, en travaillant ensemble, on a réussi à produire un design doc parfait que je n'aurais jamais réussi à sortir de moi-même. Ouais. Donc en fait, ça nous ouvre aussi la possibilité de créer des documents, des assets, d'avoir des réflexions qu'on n'aurait pas pu avoir par ailleurs, parce qu'en fait, on a aussi face à nous une IA qui a une tolérance extraordinaire, qui est capable de nous poser beaucoup de questions avec beaucoup de patience aussi, patience que beaucoup d'ingénieurs n'auront jamais. Exactement. Et ce qui nous permet du coup d'accéder aussi à des tâches qu'on n'aurait pas du tout pu faire par nous-mêmes auparavant. Absolument, ouais. C'est pour ça qu'on travaille plus. Ouais, c'est ça qu'on travaille aussi beaucoup plus. Et pour clôturer... parce qu'on adore ça aussi. Ouais. Non, c'est vraiment chouette, ça pour le coup. Et pour clôturer cet épisode, parce que je trouvais ça extrêmement intéressant, est-ce que ça te dirait qu'on partage potentiellement des tâches nous-mêmes qu'on a mis en place, qui nous ont fait gagner du temps ou qui nous ont fait perdre du temps, et des tâches aussi qu'on a pu voir chez nos clients aussi qui parfois leur ont fait gagner du temps pour juste voir aussi où est-ce qu'on gagne du temps, et parfois même perdre du temps pour voir aussi qu'est-ce qui finalement peut devenir contre-productif. Alors moi je vais te partager vraiment aujourd'hui j'ai une 40aine d'agents qui fonctionnent vraiment de manière
très très régulière. Alors il y en a deux qui, je trouve, me font gagner particulièrement du temps. Celui de la propale, parce que vraiment, pour le coup, il a mon modèle exact. Il me fait aux petits oignons, il a tous mes cas clients. Et donc, il va piocher dans tous mes cas clients celui qu'il faut ou ceux qu'il faut pour cette propale-là. Il a les transcripts de mes calls et donc il va extraire le besoin qui a été exprimé par le client pour proposer une approche. Donc vraiment, j'ai quasiment rien à faire. Là où avant, une propale me prenait peut-être 4-5 heures facilement. Et le deuxième, que là pour le coup j'utilise vraiment tout le temps au quotidien, c'est un agent qui va analyser toute ma journée du lendemain et qui va me dire, ben voilà, demain, comme une assistante en fait qui me brief, demain tu vas faire ça, tu vas voir telle personne, donc tu vois par exemple aujourd'hui, ben voilà, tu vas voir Anna, voilà un peu les sujets que vous avez en commun avec Anna, voilà où vous en êtes par rapport à vos discussions. Voilà tous les temps de trajet, voilà les points de vigilance, peut-être que tu as trop de meetings ou peut-être que bah, là, tu as mal calculé parce que tu as mis trop de meetings et en fait, tu as, t'as des temps de trajet qui sont trop longs. Voilà, vraiment, il analyse toute ma journée, il me donne tous les points importants et après, il m'envoie la notification dans Slack et dans mon WhatsApp avec mon brief, quoi. Et ça, c'est vrai que ça me fait gagner beaucoup de temps au quotidien. Super. Et après, peut-être mes clients, je vais te dire, bah, il y a cette cliente-là qui a créé son agent de cadrage de projet, vraiment, ça l'a énormément aidée, mais ça lui a fait gagner du temps chez les clients, mais surtout, elle m'a dit, bah, en fait, du coup, je vais pouvoir mieux me vendre parce que justement, maintenant, en gros, je vais me vendre comme consultante augmentée. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et il y avait un aspect aussi ça lui a donné confiance en elle, tu vois. Et un autre exemple, c'est un cabinet cas très intéressant. Eux, ils ont besoin de récolter énormément de données de plein de sources différentes pour faire des recommandations aux clients. Et donc, on a créé ensemble un agent qui va trouver toutes ces sources et derrière les classer, les prioriser, les qualifier les mettre dans une base de données que derrière, ils pourront exploiter. Alors, pour l'instant, ils l'exploitent à la mano, mais après, ils pourront peut-être recréer un autre agent qui pourra exploiter cette base de données. Super, non, trop chouette. Et toi? Je te rejoins assez là-dessus. Moi, en fait, en t'écoutant et en y réfléchissant aussi un peu, je me suis rendu compte que j'ai surtout automatisé toutes les tâches que je détestais faire en priorité, même inconsciemment, en fait. Par exemple, je déteste faire des slides, raison pour laquelle je n'aurais jamais pu faire de conseils. Et en fait, c'était les premiers agents que je me suis senti une certaine urgence de les créer. C'était vraiment des agents créateurs de slides. Et il se trouve que pour le podcast qu'on fait à côté avec Mariana et Cache Confidence, on avait de plus en plus d'interventions à faire et du coup des slides à créer, mais ces slides sont souvent autour des mêmes thématiques sur les biais liés à l'argent. Et en fait, je me suis aujourd'hui créé des skills qui fonctionnent extrêmement bien sur de la création de slides dans notre brand à partir de notre fond, et j'ai plus qu'à valider, retrepasser sur une structure, et surtout la mise en forme se fait automatiquement d'une manière exceptionnelle qui me convient très bien. De la même manière, j'avais aussi beaucoup de slides à faire pour les webinaires, interventions, académies. Ça pareil, tout aujourd'hui automatisé. Je n'ai plus qu'à me poser sur le fond, la partie qui m'intéresse, la forme et les gérer derrière. Et ça, c'était la première urgence pour moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que lundi, j'ai pu passer 6 heures pour produire 19 decks. Wow. Chose que je n'aurais jamais pu faire avant. Et je suis extrêmement heureuse que ces 19 decks soient sortis en une journée et que je n'ai plus à y penser. Et de la même manière que toi, j'ai aussi créé un agent qui est censé m'aider à mieux contrôler ma vie. Où en fait, on s'est posé, cette fois-ci avec Claude, sur toutes mes dernières semaines sur mon agenda. Il m'a posé beaucoup de questions là-dessus, sur mon organisation, pour repréciser au mieux en fait, ma manière de construire mes journées. Et comme je me retrouve à faire beaucoup d'allers-retours et j'ai aussi beaucoup de meetings,
Je voulais aussi, un Calendly me suffisait plus parce que parfois, si j'avais 2 meetings, je voulais regrouper les autres autour de ces 2 meetings-là. Oui. Et je ne pouvais pas faire tout ça à la main tout le temps. Donc en fait, aujourd'hui, il contrôle mon calendrier, il le remet à jour tous les jours. Ou en fonction des meetings que j'ai déjà, il va remplir mon Calendly, libérer d'autres créneaux, en enlever d'autres. Il me libère aussi mes jours. Je lui ai dit aussi que quand je faisais une grosse conférence le soir, le lendemain, j'avais besoin de 2 heures au moins le matin pour souffler. Il me les met automatiquement dans mon agenda. Et en fait, comme il connaît aussi mon calendrier par cœur, si j'ai des amis qui me demandent quand est-ce que tu es à Paris, je suis capable de demander juste à Claude qui leur envoie un récapitulatif. Là, pareil, je dois fixer une date pour un dîner à Paris. Je demande quand est-ce que je suis là, quand est-ce qu'il reste des vendredis libres, ou quel trajet est-ce que je pourrais rallonger parce que ça va par rapport à d'autres conférences. Il connaît mes règles de fatigue. Il est capable de tout ressortir. Et ça, incroyable, et je déteste faire ça. Et ce que j'aime bien faire actuellement, c'est que j'aime bien lui donner ma to-do list tous les jours. Et je lui demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il est capable de traiter dans cette to-do list avec les skill sets actuels, sur quoi est-ce qu'il faudra développer de nouveaux skills. Et je le fais au fur et à mesure sur des tâches qui à chaque fois, en fait, je sens me fatigue le plus en avance. Et en fait, c'est celle-là que j'automatise en premier pour aller à la fin, in fine, sur les tâches finalement que j'aime bien faire et dans lesquelles j'ai pas de difficulté à rentrer. Et chez les clients, finalement... dans le marketing, c'est assez spécifique parce que je trouve que l'IA a ouvert la voie à des discussions aussi sur finalement l'automatisation, chose qui était assez peu présente avant dans le marketing, où en fait, certes, on a automatisé beaucoup je pense, d'aspects sales, on a automatisé beaucoup aussi de remplissage de CRM, on a automatisé parfois des choses aussi du côté du SEO parce que beaucoup de profils tech s'y y sont mis, mais on a très peu automatisé tout ce qui est relatif au marketing, et je tombe encore sur énormément d'équipes, et c'était une tâche que je détestais faire il y a 5 ans, mais à l'époque j'ai embauché quelqu'un pour le faire, c'est par exemple intégrer les newsletters dans un logiciel de newsletter. En fait, intégrer une newsletter à intégrer des mailings, on perd un temps fou à faire juste de la récupération graphique. Formatage Exactement. Et ça, aujourd'hui, avec l'IA, on peut l'automatiser très facilement. Et finalement, quand on arrive dans les équipes, on se rend compte qu'il y a une personne, en fait, dans une équipe sous tension, qui est archi smart, mais qui passe 4 heures par semaine à faire du formatage sur Brevo. À ce moment-là, la première chose qu'on automatise, c'est forcément ça. Et derrière, il y a un impact majeur sur elle, parce que c'est non seulement une tâche qui est chronophage, mais en plus une tâche qui est ingrate. Et pas pendant laquelle on questionne son métier, sa vie, tout. Donc du coup, elle gagne en confort de vie, elle a plus de choses pour faire des meilleures actions, et en plus, elle gagne beaucoup de temps. En revanche, là où j'ai vu aussi parfois des équipes perdre du temps, c'est quand des équipes venaient nous voir en disant, justement, ces fameux projets de Content Factory, dans le marketing, c'est un peu, je trouve, le trou noir, mais qui disaient, voilà, on vient de voir passer sur LinkedIn un tel qui a dit, commande Claude pour obtenir ton guide, pour automatiser la création de tous tes assets et créer 500 infographies par heure. Non, en fait, si. Et l'avantage de ces missions-là, c'est qu'on leur dit à chaque fois, ne faites pas ça. Et ils finissent par nous dire en fin de mission, merci de ne pas nous avoir laissé tout automatiser. Parce que sinon, dans ce type de flow énorme, un truc casse, ils savent pas quoi corriger, du coup, plus personne ne l'utilise. Alors que s'ils avaient utilisé plein de briques auparavant, automatisées en interne, chacun le contrôle, ils savent comment ils fonctionnent, ces briques marchent très bien, au bout de 3 mois, on pouvait automatiser. Et la même chose en marketing se pose aussi beaucoup sur la vidéo. Je suis tombée sur beaucoup trop d'équipes qui se disent aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce qu'on embauche encore un vidéaste qui nous fait des réels à X euros ? Mais en fait, finalement, ce travail-là, on ne peut pas le déléguer aujourd'hui à de l'IA. Et le vidéaste passera encore plus de temps, s'il est augmenté par IA, à passer par tel LLM pour générer telles images, pour les mettre en mouvement, pour ensuite les mettre ensemble, pour ensuite les remonter. Et finalement, aujourd'hui, non, on ne peut pas automatiser le travail d'un vidéaste, et on ne peut pas se dire, pourquoi est-ce que sur vos réseaux, vos réels, c'est pas tous que des réels automatisés par IA à partir d'images Adobe Stock. Non, ça ne marche pas. Donc en fait, parce qu'aujourd'hui, les super résultats qu'on voit en rendu vidéo qui durent souvent 30 secondes, 40 secondes, ce qui est forcément trompeur, les personnes derrière, elles ont passé des journées entières à les prompter. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et ça, une fois de plus, c'est aussi une chose qu'il faut expliquer. C'est un temps fou. Et moi, je voudrais absolument mettre à de la production de vidéos. C'est quelque chose que je veux absolument explorer, mais je ne trouve pas aujourd'hui le temps de le faire parce que je me rends compte aussi en avance à quel point ça prend beaucoup de temps. T'as dit quelque chose, je trouve, d'hyper important, et ça m'a beaucoup fait sourire. C'est il y a quand même aujourd'hui beaucoup sur LinkedIn des gens qui passent leur temps à te vendre, entre guillemets, enfin te proposer des lead magnets en mode si tu commentes, je t'envoie le guide ultime pour tout automatiser dans ta vie, etc. Donc tu as tous les gens qui sont guide, et au final, enfin c'est
enfin, la plupart du temps, il y a peut-être des choses intéressantes, mais le truc, en fait, le fantasme de l'IA qui te fera tout sans que tu aies besoin de faire aucun effort, ça n'existe pas. Non. Donc, à un moment, c'est bien aussi, effectivement, vis-à-vis des clients, de leur dire, bah, voilà, la réalité, elle est là. Oui, on peut faire plein de choses, mais en même temps, on ne peut pas non plus, du jour au lendemain, tout faire sans avoir même besoin de dire quoi que ce soit à l'IA. Si vous avez déjà appliqué un guide et que ça a marché, nous laissez un commentaire, on est Oui, assez preneurs. on est très preneurs. Parce que j'ai aussi l'impression que souvent, beaucoup de personnes enregistrent ce type de commentaires ou de posts, mais finalement n'ouvrent jamais le guide. Donc c'est Oui. aussi... je serais assez curieuse de savoir ça. Bah, merci Anna, merci beaucoup Merci, pour Marie. ces nouveaux épisodes. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour un autre épisode.